à à cette heure matinale. Et, et donc aujourd'hui, Pierre Cardaillaguet de Paris Dauphine, actuellement à Chicago, va nous parler de quelques aspects des jeux à champ moyen, en anglais ou en français, ça dépend de l'audience. Non. Ça vous va, je veux bien parler français. Enfin, à moins que vous vouliez A absolument priori, parler anglais. oui, Non, c'est hein. très bien. Je vais Personne commencer l'enregistrement aussi. Hein. personne ne proteste. D'accord, très bien. Bah, écoutez, merci pour l'invitation et je vais vous parler de quelques. Enfin, d'abord, je vais vous rappeler ce que c'est un peu les jeux champ moyen. Donc, ce sera la première partie. Puis la deuxième partie, ce sera. Je parlerai un peu de travaux que je suis en train de faire avec Takis Ouganidis de l'Université de Chicago, où je me trouve actuellement et où il n'est pas si tôt que ça. Hein. Il est 9 heures, donc ça va, c'est de l'ordre du raisonnable. Oui, alors je m'excuse pour la première partie. Comme ça s'adresse à un public d'optimiseurs que vous n'avez pas forcément entendu parler des jeux à champ moyen, je vais rappeler un peu ce que c'est que les jeux à champ moyen. Et puis, en espérant que je ne vais pas barber tout le monde. Et donc, dans une deuxième partie, je sera un peu plus technique, un peu plus précise et on rentrera dans le vif du sujet. Il y a un micro qui fait beaucoup de bruit, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Okay. C'était Stéphane. Ok, donc vous savez que les jeux à champ moyen, ça étudie des problèmes de contrôle optimal, disons, avec un grand nombre d'agents qui ont chacun leur état et qui sont rationnels au sens où ils cherchent à optimiser un certain critère. C'est un peu dans le cadre de la théorie des jeux, puisque en fait les agents agissent de façon individuelle pour optimiser leurs critères en essayant de tenir compte du comportement des autres agents. Donc, il y a l'optimisation puisque c'est des problèmes de minimisation, mais il y a la partie jeu aussi, hein, puisque c'est des agents en interaction. Donc, les premiers travaux mathématiques sur le sujet, c'est Lasry-Lyons et puis Keynes, Wang et Malamé dans le début des années 2000. Mais en fait, il y avait des travaux il y avait des modèles antérieurs dans la littérature en économie, donc sous le terme d'agent hétérogène, qui avaient déjà qui avait déjà cette idée que c'est intéressant de regarder des problèmes de contrôle optimal avec un très grand nombre d'agents. Et donc, par exemple, les travaux d'Ariagari dans lesquels les agents sont en interaction sans bruit commun. Donc, disons que la densité de population des agents est déterministe. Et on trouve dans le papier de Crusoe-Smith des modèles d'agents hétérogènes avec un bruit commun, qui sont des chocs qui affectent tous les agents. Donc déjà, dès 98, il y avait des problèmes vraiment très fins de jeux champ moyen, qui ne portait pas d'ailleurs le nom de jeu champ moyen à l'époque, bien sûr, et qui faisait intervenir les bruits communs dont on va parler, surtout dans la deuxième partie de l'exposé. Alors, juste pour faire un peu de pub, hein, si vous voulez apprendre les jeux champ moyen, donc il y a la magnifique monographie de Carmona de la Rue, donc en 2 gros volumes. Et récemment, on a sorti avec Yves, François, Alessio et Filippo un bouquin de survey aussi sur les jeux à champ moyen qui essaie de couvrir un peu tous les thèmes sur les jeux à champ moyen. Carmona de la Rue, c'est plutôt la partie probabiliste. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a 2 parties dans mon exposé. Une première partie dans laquelle je vais faire une rapide revue de ce que c'est qu'un jeu à champ moyen. Et puis la deuxième partie dans laquelle je parlerai des jeux à champ moyen avec bruit commun, qui sont des questions importantes et assez actuelles sur ce problème. Ok, donc je vais commencer par les jeux à champ moyen, les jeux à n joueurs. Donc on va regarder un problème dans lequel on a grand N joueurs et grand N va être grand. Et chacun des joueurs a une dynamique, un état qu'on appelle XI, qui bouge avec le temps, donc c'est pour ça qu'il s'appelle XI de T, qui typiquement va vivre dans un espace euclidien de type RD. Et c'est une dynamique contrôlée. Donc, on va supposer que le joueur XI contrôle sa dérive, son drift, par son contrôle alpha IT. Ça, c'est pour simplifier, d'accord. Et puis, que cette dynamique est perturbée par des bruits. Alors, pour simplifier, je n'ai pas mis de coefficient devant le bruit
BIT qui dépend de I, d'accord, et il y a un coefficient bêta devant le bruit qu'on appelle commun, puisque c'est le même pour tous les joueurs I. Donc ici, I va de 1 à grand N, d'accord, et vous avez un bêta DWT qui est un bruit qui affecte tous les agents. Donc on supposera que tous les bruits sont indépendants, d'accord, mais bien sûr, donc, du fait du bruit commun, d'accord, les agents sont perturbés de la même façon par ce bruit commun. Et alors, pour des raisons techniques sur lesquelles je n'insisterai pas, on suppose que les données initiales de mes agents sont indépendantes et identiquement distribuées suivant une loi M0. Donc, on est dans le cadre de la théorie des jeux, c'est-à-dire que chaque agent a un coût qui va chercher à minimiser, et c'est un coût individuel, d'accord. Donc, l'agent I, il a un coût JI qui dépend de tous les contrôles de tous les agents, d'accord, qui va être un coût classique, hein, qui prend la forme d'un coût intégral plus un coût terminal, le temps terminal étant grand T. Et le coût, alors, il est classique, mais il a une forme un peu particulière, puisqu'il mange la position du joueur I, le contrôle du joueur I, ça c'est classique, et puis il mange les positions de tous les autres joueurs à travers la mesure empirique de ces joueurs. Donc en fait, il y a une forme de symétrie derrière les problèmes qu'on va regarder, hein, qui fait que pour un joueur I, le rôle des autres joueurs est vraiment complètement identique, ils sont indistinguables. Les autres joueurs sont indistinguables. D'accord ? Donc la fonction L, ça mange donc cette mesure, hein, donc la mesure empirique, c'est l'objet classique, hein, donc c'est une mesure de proba. Ici, comme l'état est RD, c'est une mesure de proba sur RD. D'accord ? Donc la fonction L, c'est une fonction qui mange des mesures. Donc, par exemple, on peut penser à la moyenne empirique, ça pourrait être une fonction de la moyenne empirique ou une fonction de la variance empirique ou n'importe quoi. Donc, ça va être en général dans tout ce que je ferai par la suite, ce sera une fonction assez gentille de cette mesure. Et pareil pour le coût terminal, hein, qui mange la position du joueur I à l'instant grand T et la mesure empirique à l'instant grand T. Donc là, j'ai pris un cas qui va être un cas de coût qui va être essentiellement celui qui va nous intéresser par la suite. Il faut imaginer qu'on pourrait aussi mettre dans cette mesure empirique aussi la mesure empirique la distribution des contrôles. Hein, c'est tout à fait envisageable. On ne va pas trop en parler ici, mais c'est de l'ordre du possible. Voilà. Et on est dans le cadre de la théorie des jeux, donc on va s'intéresser ici à des équipes de Nash. Il peut y avoir d'autres possibilités, mais c'est ce qui va nous intéresser ici. Donc on dit que famille de contrôle alpha bar 1, alpha bar n est un équilibre de Nash si, si pour tout i, le alpha bar i va minimiser la fonction où on fixe les autres contrôles des autres joueurs, d'accord, les alpha bar j, et il minimise donc la fonction qui à alpha i associe ji de alpha i, les autres contrôles étant fixés. Donc, les définitions classiques. Bon, alors quand on est là-dessus, quand on a un nombre fini de joueurs, c'est toujours très compliqué de savoir, de calculer les équilibres de Nash, etc. Donc l'idée des jeux champ moyen, c'est de passer à la limite dans des jeux dans lesquels il y a ce genre de structure. Donc comment fait-on pour passer à la limite? Alors, je vais expliquer ça de façon un peu formelle, et puis après ça, je raconterai des trucs un peu plus précis. Donc, d'abord, on va chercher à passer à la limite dans la dynamique. Et pour ça, il faut faire des hypothèses sur le contrôle. Alors, je vais regarder d'abord des contrôles un peu généraux, donc sous forme markovienne. Ça pourrait être des contrôles qui dépendent que du temps, d'accord, aussi. On appellera ça des contrôles open loop. Mais il faut faire des hypothèses sur ce qu'on va prendre comme contrôle. Donc là, je vais prendre comme hypothèse l'hypothèse que les joueurs vont jouer une fonction qui dépend du temps. Donc le joueur I va jouer une fonction qui dépend du temps, de sa position, et puis de la position des autres joueurs, traduite sous la même forme que précédemment, c'est-à-dire on suppose qu'il y a la symétrie. Donc comme de toute façon, les autres joueurs sont symétriques pour le joueur I, c'est assez naturel de supposer que il interagit suivant les autres joueurs, en regardant les autres joueurs à travers la mesure empirique des autres joueurs, la distribution empirique des autres joueurs. Là où je vais faire une hypothèse béton, c'est qu'on va supposer que le contrôle, la fonction alpha bar, là, est régulière de façon indépendante de grand N, ce qui est évidemment complètement absurde. Dans le jeu à n joueurs, le alpha bar doit dépendre de n. Mais on va faire comme si pour l'instant il ne dépend pas de n et qu'on va chercher à passer à la limite
dans ce système-là, d'accord, avec comme hypothèse toujours que les xi0 sont IID de loi M0. Alors, ce que dit la théorie des champs moyens, c'est que on peut passer à la limite dans ce système-là. Alors, il y a deux cas de figure. Soit bêta est égal à 0, donc il n'y a pas de bruit commun. Et dans ce cas-là, il se trouve que la densité, la mesure empirique va converger, donc c'est essentiellement la loi des grands nombres, plus un peu de raffinement pour tenir compte du fait que il y a une interaction ici, hein, mais c'est quelque chose qui vraiment relève de la loi des grands nombres, qui dit que la mesure empirique va converger vers la loi de n'importe quelle solution, de la solution de cette équation. Donc, cette équation, elle dit que c'est une équation différentielle stochastique de type Makin-Vlasov, dans laquelle la loi de X intervient et remplace la mesure empirique. Donc on a passé à la limite là-dedans, et la loi de X devient, la mesure empirique devient la loi de X, donc un processus à valeur mesure déterministe, qui dépend du temps. Et donc vous devez résoudre cette équation-là, et il y a l'existence et l'unicité des solutions dès que le alpha bar est assez gentil, c'est régulier. Donc voilà ce qui se passe quand on n'a pas de bruit commun. Donc on se retrouve avec un problème de contrôle dans lequel, maintenant que la loi ici est déterministe, en fait, on voit bien que le alpha bar va être déterministe, d'accord. Et en fait, si on travaille sur des contrôles en boucle fermée, on peut même oublier la loi, sachant que c'est un cas particulier. Alors qu'est-ce qui se passe quand on a du bruit commun? Les choses deviennent un tout petit peu plus compliquées, puisque les xi ne sont plus... ils n'étaient pas indépendants, mais ils étaient presque indépendants. Une fois que le M avait convergé, ils devenaient indépendants. Là, ils sont indépendants conditionnellement au bruit commun. Donc, en fait, la mesure empirique va converger vers un flot de mesures aléatoires qui est donné par MT égale la loi conditionnelle de XT sachant le bruit commun, où X, c'est une solution de l'équation de Makin-Vlasov, avec cette fois-ci la mesure empirique conditionnelle, la loi conditionnelle à la place de la loi par rapport à ici. Donc vous voyez une différence assez importante, puisque la mesure limite devient aléatoire. Donc si je reviens au problème avec le coût, vous voyez, on va passer à la limite dans le coût. Donc quand on n'a pas de bruit commun, cette partie-là du coût est déterministe. Quand il y a du bruit commun, le coût devient aléatoire, d'accord. Et dans la deuxième partie de l'exposé, on devra se confronter à cette difficulté. Ok, donc là, je suis passé à la limite dans la dynamique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on cherche à passer à la limite de façon très formelle dans le problème? Maintenant, je vais supposer que n est attendu vers plus l'infini, et puis on se retrouve avec une infinité de joueurs, d'accord? Et on va représenter ces joueurs à travers leur distribution, donc le flot de mesures, donc MT, donc c'est des mesures sur l'espace d'état des joueurs, sur l'espace d'état des joueurs. Alors, quand il y a du bruit commun, c'est la loi, c'est une mesure qui dépend de W, c'est une mesure aléatoire adaptée à W, et quand il n'y a pas de bruit commun, c'est un objet qui est déterministe. Donc, comme tout à l'heure, la dynamique d'un agent représentatif, c'est un système contrôlé par alpha. Et puis, vous avez deux types de bruit. Là c'est des mouvements browniens, d'accord. On ne voit pas trop la différence entre BT et WT. La différence, ça apparaîtra à travers la loi de chacun la loi des joueurs. Le but d'un joueur, quand on passe formellement à la limite dans le coup, c'est de minimiser l'expression qui est là, où j'ai remplacé juste la mesure empirique par la mesure MT. Donc, MT est déterministe s'il n'y a pas de bruit commun, puis aléatoire s'il y a un bruit commun. Et ce qu'on appellera un équilibre de Nash dans ce cas-là, c'est une fonction alpha bar qui, qui en général est cherché sous forme de feedback, qui va minimiser le coût étant donné m bar, et m bar lui-même est la loi conditionnelle de x bar sachant w s'il y a un bruit commun, et puis c'est juste la loi de x bar s'il n'y a pas de bruit commun, où x c'est la solution pour le contrôle alpha bar. Donc vous voyez ce qu'il y a derrière, c'est un problème de point fixe, puisqu'on commence par zoner m bar, d'accord,
on résout le problème de contrôle optimal, et puis qui donne un alpha bar optimal, d'accord. Et puis on revient au problème initial en calculant la solution de l'équation l'EDS, et on calcule, il faut que à la fin le m bar soit égal à la loi des bars sachant. Ok, alors comment on fait pour résoudre ça? Donc ça c'est un problème de contrôle, d'accord, et ça peut s'écrire directement comme ça. Donc la formulation probabiliste de l'équilibre de Nash de jeu moyen, c'est vraiment ce que j'ai écrit ici. Là, on va passer juste vers une formulation EDP, ce qui permet d'avoir des solutions un peu plus fortes. Donc, pour faire ça, bien, je vais, dans un premier temps, me simplifier la vie en supposant qu'il n'y a pas de bruit commun. Donc, ce que je vais raconter dans les 2-3 transparents suivants, j'enlève le bruit commun, et puis on regarde ce qui se passe dans ce cas-là. Donc, je vous rappelle que dans ce cas-là, le MT, le flot de mesure, hein, c'est déterministe. Okay, donc, on a à résoudre un problème de contrôle optimal. Donc, comment on fait? Ben, on introduit la fonction valeur du problème, d'accord, en utilisant la fonction U de T0, X0, qui est le coût en partant de T0 pour une donnée initiale qui est initiée à X0. Donc, c'est la fonction valeur habituelle, et on sait bien que la fonction valeur en contrôle optimal, ça vérifie l'équation de Hamilton-Jacobi, qui ici prend cette forme-là, où le Hamiltonien, bah, c'est la transformée de Legendre du Lagrangien, si vous voulez, à m fixé. Ça, c'est une équation classique. Hein. Ici, m de t est considéré comme donnée. Okay. Et le point important de résoudre l'équation d'Hamilton-Jacobi, c'est que ça vous donne la façon optimale de jouer, puisqu'en fait, il y a les théorèmes classiques qui vous racontent que la bonne façon de jouer, c'est de jouer le feedback alpha étoile t de x, qui est juste donné par la dérivée par rapport à p du Hamiltonien. Le théorème de l'enveloppe me dit que la dérivée par rapport à p du Hamiltonien, ben c'est précisément le A optimal, le contrôle optimal. Donc c'est assez logique quand on trouve ça, et puis calculer le long de la fonction valeur. Oui, là, je ne l'ai pas dit, hein, mais bien évidemment, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire hein, en ligne. On n'est pas très nombreux. Donc. Et d'autre part, donc, on sait que la définition d'un équilibre de Nash, c'est qu'il faut que quand je calcule la solution avec le contrôle optimal, d'accord, eh bien, la loi de cette solution, c'est le m de t, d'accord, et donc ça nous donne l'équation de Fokker-Planck qui est là, d'accord, où je vais remplacer bien très vite le alpha étoile par moins dph. Ok, donc vous voyez que du coup, quand on essaie une formulation EDP des équilibres de Nash, on tombe sur d'une part une équation d'Hamilton-Jacobi, où m intervient dans le hamiltonien pour U, et puis d'autre part, une équation pour la loi de distribution des agents, des joueurs, où le U intervient à travers le alpha étoile, hein, qui est donné comme ça. Donc, ce sont deux équations qui sont assez fortement couplées. Donc, toujours sans bruit commun, on tombe sur donc, du coup, ce système qu'on appelle le système MLG, hein, qui met ensemble l'équation d'Hamilton-Jacobi, l'équation de Fokker-Planck associée qui décrit la distribution des joueurs. Donc là, j'ai fait que... Enfin, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, il y avait 2,5, maintenant il n'y a plus de 2,5, je fais comme si 1,5 était égal à 1, pour simplifier les expressions. Et puis, donc, l'équation d'Hamilton-Jacobi, c'est une équation sur la fonction valeur, donc elle est backward en temps, avec une donnée terminale qui est donnée par la fonction g, qui est le coût terminal. Et puis, vous avez l'équation de Fokker-Planck, elle est forward en temps, donc elle a une condition initiale qui est la distribution des joueurs à l'instant initial. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur ce système? On sait pas mal de choses. On sait qu'il y a des solutions sur des hypothèses assez générales. Donc, quand la fonction h dépend de façon un peu régulière de la mesure, c'est assez simple. Quand la fonction h dépend de façon un peu plus singulière de la mesure, donc par exemple, s'il faut que la distribution de m soit absolument continue par rapport à la mesure, et puis à la mesure de Lebesgue, et vous gardez m de t comme la densité, d'accord, ça peut être un peu plus méchant, mais enfin, dans l'ensemble, les questions d'existence ne sont pas trop difficiles. Par contre, l'unicité a rarement lieu, et en fait, on sait qu'elle existe, elle a lieu, par exemple, quand l'horizon de temps est petit, quand grand T est petit, ou alors quand il y a une structure qui apparaît, qu'on appelle les conditions de monotonie, qui ont été mises en évidence pour la première fois par Lasserie et Lyons,
qui dit que le hamiltonien doit être découplé. Donc, il doit être découplé entre P et M. Donc, P, je vous rappelle que ça joue le rôle du gradient. Donc, quand on a cette structure-là, et quand F, donc le hamiltonien, il s'écrit H moins F, où F contient la dépendance par rapport à M, donc la dépendance par rapport aux autres joueurs, hein, si vous voulez, vérifie une inégalité qu'on appelle une inégalité de monotonie, qui dit que f de xm moins f de xm' intégré contre n moins m' est positif, quel que soit n et m'. Alors, pareil pour G. Donc ça dit essentiellement que la fonction f est quelque part croissante par rapport à la mesure m, au sens de monotone. Donc on reverra à ces conditions de monotonie dans une seconde quand on va parler des jeux à champ moyen avec bruit commun dans la deuxième partie de l'exposé. Donc il y aura ces conditions-là qui vont intervenir très fortement. Alors, ce n'est pas étonnant qu'il n'y ait pas unicité, parce qu'en général, quand on regarde des problèmes de jeu, les échantillonnages sont rarement uniques. Et ce qu'on sait, c'est que ces conditions de monotonie sont... elles ne caractérisent pas l'unicité, mais elles ne sont pas très loin d'être optimales pour l'unicité, même s'il y a moyen de les relaxer sous d'autres hypothèses de structure. Alors, qu'est-ce qu'on... Donc, ça c'est pour le système qui est là. Qu'est-ce qu'on sait sur la convergence formelle dont j'ai parlé tout à l'heure? Alors, ce qu'on sait, c'est que c'est assez facile de prendre des solutions du système MFG, donc avoir des solutions, si on a des solutions régulières du système MFG, d'en déduire un feedback optimal, d'utiliser ce feedback optimal dans les jeux à n joueurs. D'accord, donc, on part du système MFG, puis on va vers le système à n joueurs. Et là, on montre que le feedback optimal dans le système MFG est très bon pour les jeux à n joueurs, au sens où ça vous donne des epsilon équilibres de Nash. Donc, ça, c'est des choses qui datent des débuts des travaux sur les jeux champ moyen par Ron Keynes et Malamé. Et ça a été revisité par Carmona de la Rue ultérieurement, dans les premiers travaux qu'ils ont fait ensemble. Alors, inversement, le problème dont je suis parti, donc le système de Nash, c'est on regarde des équilibres de Nash, d'accord. Passer à la limite dans des équilibres de Nash, c'est quelque chose de beaucoup plus délicat. Ça avait été fait quand les joueurs jouent open loop, c'est-à-dire qu'en fait, ils regardent juste leur position. Chacun des joueurs regarde juste leur position et connaît juste la distribution des autres joueurs, d'accord. Enfin, pas la distribution des autres joueurs, mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que leur observation en temps T, c'est leur propre position. D'accord, ils connaissent rien d'autre. Et dans ce qu'on appelle open loop, là. Et dans ce cas-là, c'est pas trop difficile de passer à la limite parce qu'en réalité, c'est sous cette forme-là qu'on trouve les équilibres de Nash dans le jeu champ moyen limite. Par contre, quand les joueurs peuvent s'observer tous les uns les autres, alors il faut expliquer pourquoi des jeux avec close loop, donc ils peuvent tous s'observer quand on a un joueur, peut devenir un jeu dans lequel ça ne sert à rien d'observer les autres dans le jeu limite. C'est exactement ce que le système MFG qui dit ça, hein, d'accord. Et donc c'est assez compliqué de montrer ça. Donc avec François Delarue, Jean-Michel Asseret, Pierre Louis Lyons, on a montré le résultat en utilisant des techniques de master equation qu'on verra tout à fait à la fin de l'exposé. Et Daniel Lacker a changé un peu le point de vue. Donc ces techniques de master equation, hein, elles reposent de façon cruciale sur l'existence, sur des conditions de type monotonie. Donc c'est assez restrictif. Et Daniel Lacker a changé complètement de point de vue en montrant qu'en fait, le résultat restait vrai, à condition de relaxer très fortement la notion d'équilibre de Nash dans le jeu limite. Et par contre, sans mettre d'hypothèse de monotonie. Et Fabrice Jetté a aussi généralisé ce genre de problème ultérieurement. Alors, très rapidement, sur ce qui existe sur les jeux champ moyen. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais évidemment, le problème que j'ai pris là, pour le type Bolza, hein, horizon fini, etc., ça peut évidemment être généralisé à plein d'autres problèmes. On peut aussi regarder ce qu'on appelle des jeux, des problèmes de contrôle de type min-field, de type champ moyen. C'est-à-dire que là, j'ai supposé qu'on regarde les équilibres de Nash, on peut regarder aussi des problèmes où un agent planifie complètement le système, c'est-à-dire qu'il intervient sur tous les autres agents. C'est lui qui choisit le contrôle. Alors, c'est des trucs qui sont très utiles, par exemple, sur des contrôles optimales de petits robots ou de véhicules, des choses comme ça.
Donc, bon, voilà. Donc, mais vous pouvez imaginer des jeux champ moyen avec toutes sortes de coups, et ça a été fait de façon assez exhaustive. Les jeux champ moyen, c'est aussi très intéressant d'un point de vue optimisation parce qu'il y a des formulations variationnelles des équipes de Nash. Et en particulier, Philippot avait utilisé ça pour étudier les régularités de certains problèmes de jeux champ moyen. Je vais parler des aspects numériques. Alors, juste pour souligner que Yves H2 est un maître de la matière, et puis je vais vous montrer des simulations qu'il avait faites il y a quelques temps. J'ai mentionné la master equation, on la verra plus tard. Et un des trucs qui est très amusant sur les jeux champ moyen, que je ne comprends pas tout à fait encore, c'est comment est-ce qu'on peut penser que des équipes de jeux champ moyen se forment. Et en fait, la réponse qu'on avait apportée avec Saïd, c'était que les jeux champ moyen, ça va marcher, les équipes vont se former quand les jeux sont joués de façon répétitive. Et ce qu'on raconte dans ce papier, puis ça a été étudié longtemps après, enfin, à plusieurs reprises après. Donc je vais maintenant juste vous montrer, par exemple, pour jouer un petit peu, pour que ça soit un peu ludique, quelque chose que je pense que la plupart d'entre vous avez vu au moins 100 fois, donc qui est un modèle développé par Yves H2 sur un modèle de congestion d'évacuation de salle. Alors, je suis désolé pour ceux d'entre vous qui l'avaient vu 100 fois, mais ça illustre bien comment fonctionne un jeu champ moyen et puis surtout le rôle du bruit commun. Voilà. Donc, on se trouve. Donc, l'idée de Yves, c'était d'étudier un problème d'évacuation de salles de cinéma, par exemple. Donc, ce qui est rouge, là, c'est les sièges. Et donc, les joueurs vont essayer de sortir par les deux sorties qui sont là, en évacuant la salle. Okay. Donc, ça peut se formuler en termes de jeu champ moyen, ce qui est assez naturel, hein, puisque les gens vont, si on a un peu l'habitude des salles de cinéma, on va tenir compte de la façon dont on anticipe le comportement des autres spectateurs pour sortir de la salle. Donc, je ne rentre pas dans les détails des équations, mais ça se met vraiment sous la forme d'un système forward-backward, avec l'équation Hamilton-Jacobi, l'équation de Fokker-Planck. Ici, vous avez des conditions au bord, vous avez des conditions de type Neumann sur M et U. Et vous avez un Hamiltonien qui tient compte du fait que on veut aller dans des endroits où la population n'est pas trop forte. Bien sûr, on veut éviter la congestion. Voilà, donc, on va obtenir, des simulations d'évacuation de salle. Donc, je vous montre une première. Vous voyez, donc, les agents commencent à aller sur le bord des allées, puis petit à petit, ils sortent par les portes qui sont là. D'accord. Je vous remontre parce que ça va un peu vite. Donc, ils sortent par les allées, puis ils sortent par les portes. Bon, ça, c'est quelque chose de pas très étonnant. Donc, et Yves a eu l'idée de compliquer un peu le problème en disant, on va regarder le même problème. Donc, c'est toujours l'horizon est grand T, d'accord. Donc, il faudra que les gens soient sortis avant la fin de l'horizon. Mais le problème, c'est qu'on ne va pas ouvrir les deux portes, on ne peut ouvrir qu'une seule des portes, et on ne va pas dire à quelle porte on va ouvrir. Donc, on va tirer aléatoirement une des portes à un instant T sur deux, d'accord. C'est cette porte-là qu'on va ouvrir. Et donc, c'est la question. Donc là, c'est un bruit commun, puisque, en fait, les agents, ils sont confrontés à ce bruit-là. Ils sont tous confrontés à ce bruit-là, d'accord. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que ça va changer? Alors, vous allez voir que ça change pas mal les choses. Donc, là, le système est complètement symétrique comme avant, d'accord. Et puis, un instant T sur deux, donc qui est là, à ce moment-là, on va ouvrir cette porte, la porte qui est à gauche, là, et on va voir les gens qui évacuent la salle de ce côté-là. Donc, le bruit commun va complètement changer le comportement des agents, d'accord. Ils se précipitent pas vers les sorties, ils attendent un peu pour savoir quelle porte va être ouverte, et puis, une fois que la porte est ouverte, ils vont évacuer. Voilà. Bon, allez, j'arrête avec les joujoux, et puis je passe maintenant au cœur du sujet, qui est la partie jeu champ moyen avec bruit commun, qui est quelque chose que j'ai fait avec Takis Ouganidis, dans lequel on ne va pas mettre un bruit commun discret comme dans l'exemple précédent, mais on va mettre un bruit commun qui est un mouvement brownien. Alors, donc,
là, j'ai écrit le système qu'on va regarder. Donc, il se trouve que ici, dans les problèmes qu'on a regardés avec Takis, on avait regardé des problèmes dans lesquels il y a juste du bruit commun et il n'y a pas du tout les bruits individuels, les BI de tout à l'heure. Pourquoi on a fait ça? Eh bien, parce que, en fait, les exemples en économie qu'on connaît sont presque tous des bruits, des modèles dans lesquels les agents ont peu de bruit individuel. Ce qui domine, c'est le bruit commun, d'accord? Alors, il peut y avoir un peu de bruit individuel, ça a un sens, hein, d'accord, mais ce bruit individuel est très dégénéré. Donc, du coup, pour commencer, ce qu'on a fait avec Takis, c'était regarder ce qui se passe quand il n'y a pas du tout de bruit individuel. Donc, la dynamique des agents est déterministe, sauf qu'ils sont tous sujets à un bruit commun. Donc, évidemment, quand je dis qu'elle est déterministe, ce n'est pas vrai. Hein, étant donné le bruit commun, leur comportement est déterministe. Donc, du coup, on obtient dans ce cas-là un système qui est, comme tout à l'heure, un couplage entre une équation d'Hamilton-Jacobi et une équation de Fokker-Planck, sauf que cette fois-ci, à la fois la fonction valeur de l'équation d'Hamilton-Jacobi et la mesure m de l'équation de Fokker-Planck sont aléatoires et dépendent du bruit commun qui est, je vous rappelle, qui s'appelle W. Alors, je me suis tout de suite placé dans le cas où le hamiltonien était sous forme séparée, donc forme H moins F, parce qu'en fait, dans ce qu'on a fait avec Takis, on ne sait essentiellement pas résoudre le problème sans cette hypothèse-là et sans l'hypothèse que F est monotone, d'accord, ce qui nous garantira l'unicité des solutions ultérieurement. Donc, je reviens à cette équation-là, j'en parlerai un peu plus longuement après, mais vous voyez, on a comme inconnu, en fait, U bar, qui est la fonction valeur d'un joueur typique, N bar, qui est la distribution des joueurs, d'accord, qui sont tous les deux des variables aléatoires. Mais vous avez aussi une variable V bar qui apparaît, qui est nouvelle, qui apparaissait pas dans le système MFG précédemment, d'accord, qui intervient là et là. Okay. Alors, à quoi sert V bar? Eh bien, donc, il faut imaginer que la fonction U, ça vérifie une équation backward, d'accord, rétrograde en temps. Okay. Et donc, il faut absolument que cette solution soit adaptée au bruit commun, puisque de toute façon, ce que connaît le petit joueur à l'instant petit t, hein, c'est essentiellement le bruit commun jusqu'à l'instant t. Donc, il faut que ça soit adapté à ce WT. Okay. Et donc, cette variable-là, VT, elle sert à rendre le UT adapté à la filtration engendrée par WT. Okay. C'est vraiment son rôle, comme dans toutes les équations backward. Et ce qu'on va voir, en fait, ce système-là, il est intéressant parce que même si on a l'impression qu'il y a du Laplacien, etc., en fait, c'est un système qui est très dégénéré et en réalité, c'est un système du premier ordre. Alors, comment on interprète ce jeu? Alors, je répète un peu ce que j'ai écrit tout à l'heure. Donc, au niveau nombre infini d'agents, vous supposez que vous avez un agent typique, d'accord, qui contrôle cette dynamique. Alors, c'est le même système que tout à l'heure, sauf que maintenant, j'ai mis racine de 2 bêta pour pas me casser les pieds avec les 1,5. Donc, comme tout à l'heure, il contrôle sa dynamique à travers son contrôle directement, ça peut se généraliser. On appelle Z la distribution initiale, et W, c'est le bruit commun. Le coût, c'est comme tout à l'heure, sauf que maintenant, c'est sous forme séparée. Hein. Vous avez un Lagrangien qui mange le contrôle et la position. Et puis, vous avez le terme de couplage qui mange la position et la distribution des autres joueurs. Et ce M de T, donc, ce sera la distribution des autres joueurs, sachant le bruit commun. Okay, et ce qu'on appelle un équilibre de Nash dans ce jeu champ moyen, donc, quand on le définit sous forme probabiliste, hein, c'est un contrôle en feedback et une mesure qui vérifie que ce sont des processus adaptés à la filtration générée par le mouvement brownien et par la position initiale. Le alpha est un minimiseur du problème, d'accord, comme on a écrit tout à l'heure. Et alpha bar est un minimiseur du problème. Et si je regarde la dynamique de X avec ce contrôle optimal, et je regarde sa loi conditionnelle par rapport à W, eh bien ça me donne le par T. Donc c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Alors en fait,
dans la plupart des travaux existants, les gens construisaient, donc je donnerai des références tout à l'heure, mais ce qu'on construisait, c'est des équilibres de Nash faibles. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très compliqué de construire des équilibres de Nash qui sont adaptés à la filtration engendrée par Z et W. Ce qu'on arrive à faire de façon assez facile, ce qu'on arrive à faire, c'est pas facile du tout, c'est à construire des équilibres de Nash qui sont adaptés à une filtration un peu plus grande, ce qui veut dire qu'essentiellement, les joueurs vont se coordonner en regardant une filtration un peu plus grande. Mais arriver à montrer l'existence de solutions fortes comme ça, c'est délicat et ça demandait des hypothèses de structure un peu précises dans les travaux antérieurs. Ok, donc je reviens à mon système là. Donc pour arriver à résoudre notre problème, on va essayer de résoudre ce système MFG, d'accord? Donc en regardant la fonction valeur U bar du problème. Et comme tout à l'heure, hein, le feedback est donné par cette quantité-là. C'est pour ça qu'on a ce drift ici. Donc l'idée de regarder des solutions adaptées comme ça, hein, ça vient de travaux de Peng des années 90, hein, dans lesquels on sait que si on cherche à résoudre un problème de contrôle optimal avec, qui sont dépendants du passé, d'accord, adaptés dans lequel les coefficients de H et de F sont adaptés à un mouvement brownien donné, eh bien, c'est ce genre d'équation, l'équation d'Hamilton-Jacobi devient ce genre d'équation, d'accord. Alors, qu'est-ce qui existe sur le sujet? Donc, d'abord, il y avait des travaux formels qui avaient été faits par Jean-Michel Lasserie et Pierre Lyons dès le début. Et Lyons a beaucoup discuté de ces systèmes, alors de la master equation associée, d'accord, donc dont je dirai un mot à la fin. Et vous pouvez trouver des descriptions un peu empiriques de ce genre de problème dans les monographies de Bensoussan, Fraise et Yam, et puis dans le papier de Carmona de la Rue. Les premiers résultats d'existence de solutions, ça a été fait par des méthodes probabilistes, par Carmona de la Rue-Laquer, dans lesquelles ils construisent essentiellement des solutions faibles, et puis ils disent qu'il y a des solutions fortes si les couplages F et G sont monotones. Je vous rappelle que quand ils sont monotones, on s'attend à ce que les solutions soient uniques, mais aussi ça demande aussi l'unicité des contrôles optimaux. Et ça, en fait, l'unicité des contrôles optimaux, c'est quelque chose de difficile, surtout dans le problème qu'on regarde là, quand il n'y a pas de bruit individuel, parce que la fonction valeur n'est pas régulière, d'accord, et l'unicité des trajectoires, elle est très compliquée à montrer. En fait, en général, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait l'unicité des trajectoires. Et ce qu'on verra, nous, c'est que sous cette hypothèse, on arrive à montrer l'unicité des contrôles optimaux, en tous les cas, l'unicité presque partout des contrôles optimaux. Et en fait, par des méthodes de DP, oui, pardon. Et donc, en fait, Laqueur a montré très récemment la convergence des équipes de Nash des systèmes à n joueurs vers des solutions faibles de problèmes avec bruit commun quand il y a des bruits individuels. On sait essentiellement rien dire quand il n'y a pas de bruit individuel là-dessus. Alors, par des méthodes de DP qui font intervenir un master equation avec François, Jean-Michel et Pierre-Louis, on a montré aussi l'existence du système dont je vais parler, qui est là, d'accord, mais quand il y a des bruits individuels, c'est-à-dire qu'en fait, le bêta qui est ici il est plus grand que le bêta qui est là. D'accord. Et dans ce cas-là, on obtenait des solutions régulières à ce système. Et il y a eu pas mal de travaux, et récemment, il y a un joli travail de Gangbo, Mézaros, Bou et Zhang, qui arrive à passer outre l'hypothèse de monotonie en remplaçant cette hypothèse de monotonie par une hypothèse de convexité sur du Hamiltonien par rapport à X quelque part. Et ils arrivent à obtenir aussi des solutions classiques au système de Mitchell. Par contre, les solutions pour ce système-là étaient inconnues jusqu'à présent, parce que, comme on va le voir dans une seconde, en fait, la solution, quand on est dans ce cas-là, quand il n'y a pas de bruit individuel, qu'il y a juste du bruit commun, la solution, on va voir qu'elle n'est pas très régulière, elle n'est pas dérivable en particulier, donc il n'y a pas de solution classique à l'équation. Donc ça va être un des
un des buts de notre travail. Donc, on reprend notre système avec bruit commun, d'accord? Et l'idée, ça va être de faire un changement de variable de façon à faire essentiellement disparaître le bruit commun de l'équation pour M. Et là, pour ça, on va énormément utiliser le fait qu'il y a le terme de volatilité devant le bruit commun est constant. Bêta n'est pas une fonction de x ni de t, il est constant. Et on va donc faire absorber ce terme-là par le DMT. Donc, on va faire ce changement de variable-là. Donc, on va mettre le bruit commun. Donc, on va poser utilité égale u bar de x plus le bruit commun. Et pareil, on va mettre le bruit commun dans le m. Et du coup, ça va nous donner, après un petit calcul formel, le système qui est là. Donc, quel est ce système-là? Ce système, il nous dit que la mesure m tilde, elle évolue suivant une équation une équation de continuité. Il n'y a plus de terme en laplacien, il n'y a plus de terme en bruit commun. Donc, c'est une équation de continuité qui, en première vue, serait déterministe, excepté que le hamiltonien ici, en fait, il va être stochastique. Il va dépendre du bruit commun. L'équation de Hamilton-Jacobi, elle n'a plus de laplacien, d'accord? C'est vraiment devient une équation d'Hamilton-Jacobi du premier ordre, donc sympa. Sauf que bien sûr, il y a plus de, on ne s'attend plus à ce que les solutions soient très régulières, d'accord? Le terme qui est là va être remplacé par un terme qu'on écrit comme un terme martingale, donc qui est le MT va être une martingale. Donc, à nouveau, comme dans ce système-là, il y a trois inconnus. Il y a U, M et le MT, qui joue essentiellement le rôle du VT tout à l'heure, d'accord, et qui est une martingale adaptée au bruit commun. Vous pourrez l'écrire sous la forme ZT dWT, ça ne change rien. Mais c'est une fonction qui dépend de X aussi. Et donc, les H tilde, F tilde, etc., sont juste obtenus à partir de F, H et G en mettant le bruit commun dans les coefficients. Ça, c'est logique. Donc, en fait, tous les objets qui sont là sont des objets qui dépendent du bruit commun, donc qui sont des objets aléatoires. C'est pour ça que, du coup, comme c'est une équation de Hamilton-Jacobi aléatoire, vous avez ce terme-là pour garantir le fait que utile est adapté. Alors, des solutions de Hamilton-Jacobi avec coefficients aléatoires, c'était connu depuis Peng, d'accord, qui a fait ça quand il y a en plus du bruit, commun, un bruit individuel, et qui a montré l'existence de solutions classiques. Et dans des papiers récents, Q et Wei ont aussi obtenu des solutions de viscosité pour ces équations-là, mais en faisant intervenir des dérivés dans l'espace oméga, dans l'espace dépendant. Donc, une notion de solution assez faible. Alors que pour pouvoir résoudre la deuxième équation, on a absolument besoin de la vraie dérivée de U par rapport à la variable spatiale X. Donc pour ça, ça va nous obliger à introduire une nouvelle notion de solution de viscosité de cette équation pour arriver à arriver à trouver vraiment le DU et la mettre là-dedans. D'accord? Donc on ne va pas utiliser l'approche de Q, mais introduire une nouvelle notion de solution de viscosité. Et remarquez aussi que, comme la fonction U ne va pas être régulière, la fonction DU, essentiellement, va être bornée, d'accord? Donc, le terme qui est là, dph, ça va être un champ de vecteur qui est très peu régulier, il va être essentiellement borné, plus un peu plus. Et donc, résoudre cette équation ne va pas être trivial du tout. Alors, c'est réminiscent des travaux de Dieter-Lyons et de Ambrosio, sauf qu'on ne sera pas capable d'utiliser ces travaux-là. Il n'y a pas la structure suffisante pour ça, et on ira chercher les résultats de Bouchu, James et Mancini pour arriver à résoudre la deuxième équation. Alors, je vais maintenant entrer un peu plus dans les détails. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une solution à notre équation? Donc, c'est un triplet, U, M et M tilde, qui est adapté par rapport à la filtration. Donc, on aura vraiment des solutions fortes au sens où elles sont vraiment adaptées au bruit commun. MT va être une martingale continue en temps pour presque tous les x. Et on va demander à ce que notre triplet vérifie les conditions suivantes. Donc, on va demander à ce que MT, qui est un flot de mesure, soit un flot de mesure absolument continu par rapport à la mesure de Lebesgue et à densité bornée. Donc là, je note M tilde aussi la densité, d'accord, on va demander que ça soit borné.
On va demander à ce que U soit uniformément Lipschitz et uniformément semi-concave, au sens où sa dérivée seconde soit majorée uniformément en temps et en oméga. Et on va demander à ce que la martingale soit bornée. Donc ça, c'est les conditions de structure. Donc, le fait qu'on regarde un problème de contrôle optimal et du coup qu'on ait de la semi-concavité sur ce contrôle optimal, ce n'est pas extraordinairement étonnant, c'est connu. Et on va utiliser très fortement ça pour définir la notion de solution. Okay, et le fait que la mesure M soit bornée, bon, c'était des choses qui étaient connues dans des problèmes de MLG déterministes. Donc, ce n'est pas extraordinairement étonnant non plus. J'en dirai un mot tout à l'heure. Alors, ce qu'on va demander pour U, c'est que U vérifie l'équation au sens classique, au sens presque partout, au sens intégral. D'accord. Donc, il n'y a pas de notion de solution de viscosité ici. Le seul truc où se cache la solution de viscosité, c'est qu'on va demander que la solution soit semi-concave. Et quand on a des solutions semi-concaves, on sait bien que solution de viscosité ou solution presque partout, c'est la même chose. Bon, ben, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on aura exactement ce phénomène-là pour les solutions qu'on va définir dans un cadre aléatoire. Et puis, la mesure M, ça c'est pour la première équation, l'équation de Hamilton-Jacobi. Et pour l'équation de continuité, on va juste demander qu'elle soit vérifiée au sens de distribution presque partout. Ce qu'on a réussi à montrer avec Takis, c'est que sous des hypothèses de régularité du Hamiltonien et des hypothèses de monotonie un peu fortes sur F et G, il existe une unique solution à notre système MFG. Donc, en fait, on a donc un équilibrage fort de notre problème. Alors, comment on fait ça la première chose, c'est qu'on s'intéresse. Donc, je vais vous décrire les grandes étapes de la preuve, sans rentrer dans les détails. Donc, la première chose, c'est qu'on regarde l'équation d'Hamilton-Jacobi, et toute seule, d'accord, donc sans interaction avec une mesure. Et on commence par étudier cette équation d'Hamilton-Jacobi. On arrive à montrer qu'il y a un principe de comparaison et donc l'unicité des solutions pour ces équations d'Hamilton-Jacobi stochastiques, backward. Okay, donc ça, c'est un résultat complètement nouveau. Et de façon très surprenante, en fait, c'est lié à des techniques développées dans les années 60 pour obtenir l'unicité des solutions d'équations d'Hamilton-Jacobi avec d'Hamiltoniens convexes. Et on va reprendre ces techniques-là et les adapter au cas aléatoire, et ça marche de façon assez miraculeuse. Donc, voilà, on a eu la chance de pouvoir de faire ça. Ensuite, pour obtenir l'existence de solutions, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas faire des méthodes de points fixes, parce que les méthodes de points fixes ne sont pas du tout adaptées au cadre aléatoire. On n'a pas du tout de capacité suffisante pour mettre en œuvre des méthodes de points fixes. Donc, pour arriver à avoir cette capacité, on va discrétiser en temps le bruit, comme dans le travail original de Carbonate de la Rue-Laquer, mais au niveau EDP, et arriver à montrer qu'à faire du point fixe sur le temps discrétisé, où là, il y a suffisamment de régularité, il y a suffisamment de capacité, et passer à la limite dans le bruit, en utilisant à nouveau les résultats de comparaison forts qu'on obtient dans la première étape. Et enfin, on sera capable de montrer l'unicité des solutions. Alors, il y a deux cas de figure. Donc, quand on a de l'unicité très forte, quand on a de la monotonicité très forte, on arrive à avoir cette monotonie nous donne la convergence de M gratuitement. Quand on n'a pas assez quand la monotonicité est un peu plus faible, on est obligé de relaxer, de mettre des hypothèses sur H, que je ne vais pas commenter, qui nous donne l'unicité des solutions. C'est presque partout des solutions à l'équation de continuité. Donc, c'est là qu'on utilise les techniques que j'ai mentionnées tout à l'heure, de Mancini et Coulter. Donc là, par rapport à ce que l'a fait Carbonate de la Rue-Laquer, où il disait, on a une solution forte s'il y a unicité. En fait, on n'arrive pas à obtenir l'unicité pour toutes les données initiales, mais seulement pour presque toutes les données initiales. C'est ce qui est réminiscent des travaux d'Hypermediance. Et enfin, pour justifier notre problème, on montre que ça marche bien, qu'on peut bien utiliser notre feedback optimal pour des jeux avec un nombre fini de joueurs, et que ça donne des équipes de Nash epsilon optimales.
Alors, dans un travail plus récent avec Takis, on s'est intéressé à la master equation associée. Alors, qu'est-ce que c'est que la master equation? C'est une façon d'écrire sous forme feedback, donc sur une seule quantité, le système couplé qui est là, d'accord? C'est-à-dire que, en fait, ce système couplé, on est capable de le transformer en une équation faisant intervenir une fonction qui dépend du temps, de la position, comme celle-ci par exemple, mais aussi de la mesure. D'accord? Et donc, du coup, l'intérêt de cette équation-là, c'est qu'elle va nous permettre d'obtenir le feedback optimal en regardant la mesure à chaque instant. Okay? Donc, c'est bien une équation un peu compliquée. Je vous écris pour le plaisir ici, mais je vais un peu la commenter. Donc, vous voyez la première partie, donc déjà, elle est fausse, il manque un moins ici. Donc, c'est une équation qui est backward en temps. Il y a un moins ici. Donc, qui, pour la première partie, ressemble beaucoup aux équations d'Hamilton-Jacobi. Vous connaissez là, l'équation d'Hamilton-Jacobi. Le terme qui est ici, qui est le terme difficile, c'est le terme qui couple tous les joueurs, qui mesure l'impact de l'évolution, l'impact du comportement des autres joueurs sur la fonction valeur d'un joueur donné. Donc, le grand U, ça peut se considérer comme la fonction valeur d'un joueur donné quand il est en position T, X, et que la distribution des joueurs est M à l'instant T. Et donc, vous avez l'impact du comportement optimal des autres joueurs sur cette fonction valeur. Et les trois autres termes, qui sont des termes horribles, sont des termes dans lesquels le bruit commun intervient. Vous avez le bêta là, et dans lequel intervient le bruit commun. Puis vous avez une condition terminale que je n'ai pas écrite ici, qui dit que U, grand U, doit être égal à G à l'instant fini. Alors, notre résultat avec la clé, c'est de montrer qu'il existe une solution faible à cette équation. Donc, pourquoi une solution faible? Parce qu'on ne s'attend pas à avoir des solutions fortes, puisque, en fait, la solution grand U en TX, elle aura la même régularité que la solution petit q de tout à l'heure. Donc, en fait, c'est une fonction qui va être semi-concave par rapport à petit x, donc lipschitzienne, et semi-concave par rapport à petit x, mais pas plus. Et par rapport à m, en fait, on va montrer qu'elle est juste continue. Donc, on n'a aucune chance d'obtenir toutes ces dérivées, mais on arrive à montrer qu'il existe une solution faible, en un sens que je ne vais pas détailler, qui prendrait trop de temps. Donc, comment on fait ça? On commence par lever cette équation-là sur l'espace des... C'est n'importe quoi ici, je me suis trompé. On lève cette équation-là sur l'espace des variables aléatoires à valeur dans RD. Donc, on représente les mesures M comme des variables aléatoires dans RD. Donc, ça, c'est une idée du alliance. Et la notion de solution faible qu'on obtient utilise très fortement des résultats récents de Bertucci sur les solutions faibles. La différence par rapport à ce que fait Charles, c'est que nos solutions U, elles sont très peu régulières par rapport aux variables T et X, et peu régulières aussi par rapport à la variable N. Donc, c'est une façon d'obtenir des solutions de façon assez générale. Voilà, j'en ai fini. Donc, juste pour parler un tout petit peu des questions ouvertes, ce qu'on est en train de faire là, c'est pratiquement fini, c'est regarder ce qui se passe quand on a du bruit, un peu de bruit individuel, donc du bruit idiosyncratique. Donc les joueurs ont un peu de bruit individuel, d'accord, mais que ce bruit est dégénéré. Donc il n'y a pas de solution classique, mais il y a un peu de bruit, donc ça complique un peu les choses. Ce qu'on ne sait pas du tout faire, c'est deux points. L'identification de la partie martingale, d'accord, quand on est passé de... Donc, le MT, là, on ne sait pas du tout comment le comprendre et comment le calculer explicitement. Donc, ça reste un problème ouvert. Et la grosse question ouverte dans ces problèmes-là, c'est comment montrer que le système de Nash converge vers le système mean-field game limit, d'accord, quand il n'y a pas de... quand le bruit idiosyncratique est dégénéré, d'accord. Et ça, on ne sait absolument pas faire, c'est complètement ouvert, d'accord, quelle que soit l'approche. Voilà, j'ai fini, je vous remercie pour votre attention, et je suis prêt à écouter les questions aussi. Merci. Merci. Je n'ai pas de son. Si, on t'entend bien. Ah, vous m'entendez? Ah oui, j'avais l'impression que ça ne marchait pas.
Bon, écoute, merci pour ces exposés. Est-ce que quelqu'un a des questions? Euh, Oui, bonjour. J'ai une question. Salut Pierre, c'est Alpin. Je ne veux pas. Oui. Bonjour. J'ai une question sur l'équation de master à la fin. Est-ce que vous avez obtenu la solution sur des densités à l'infini aussi? Parce que ça, c'était une condition pour le système. Tu as raison. Alors, en fait, il se trouve que dans ce cas-là, contrairement à ce que tu as fait toi hein, dans ton travail avec... excuse-moi, je ne me souviens plus, c'est son co-auteur. C'est qui ton co-auteur? C'est Wilfried Jianfeng Zhang et Chen Chengmu. Non, tu parlais des mesures à l'infini. Ah, David Ambrose. Voilà, il me semblait que c'était Ambrose. Ok. David. Voilà. Okay. Oui, alors en fait, là, il se trouve que la fonction valeur qu'on définit effectivement, à partir de mesures qui sont absolument continues, en fait, on peut l'étendre, on peut étendre la fonction U à des mesures qui ne sont pas absolument continues. D'accord, des mesures quelconques. Donc la fonction reste continue, même quand la mesure est pas. La fonction U est continue, a une extension continue sur l'espace de mesure. Par contre, et là où tu as raison, c'est que pour parler de solutions faibles, en fait, on va faire des solutions de viscosité, d'accord, enfin, c'est pas tout à fait ça, mais c'est des équations qui n'ont pas de principe de comparaison. Donc, on va obliger à toucher la solution à des points où la mesure est absolument continue et à densité bornée, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est très difficile de dire ce que l'équation satisfaite par U au point où la mesure n'est pas absolument continue. Et si vous n'avez pas une condition de Lipschitz ou quelque chose comme ça sur U, qui vous pouvez non, U est Lipschitz permettre... par rapport à X, mais pas par rapport à okay. M. Et en fait, on arrive à montrer qu'elle est Hölder par rapport à M, mais pas plus. Ah, ok, je vois. Parce que si ça serait Lipschitz, vous pouvez étendre aussi U dans un sens, probablement, je ne sais pas, de faire une extension Lipschitz par rapport à... Je pense, alors je peux me tromper, mais je ne pense pas qu'il y ait d'extension Lipschitz. En fait. Ok. Et une autre question, tu as dit que ça s'est ouvert pour prouver la convergence. Dans le cas quand tu as un bruit dégénéré, même le système à un joueur, c'est pas trop connu, si ça s'est bien posé, non? Parce que tu peux pas utiliser... Oui, tu as raison, absolument. Le système de Nash, il peut être dégénéré. Ok. Donc, même celui, c'est ouvert. Oui, même celui-là n'est pas complètement. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas hésiter à prendre la parole ou à la demander. Moi, j'en avais une, mais c'est vraiment sur un point très de détail. Tu as mis des conditions pour définir une solution avec U, Lipschitz, la fonction semi-concave, etc. Il y avait et la martingale bornée. Ce n'est pas quelque chose d'hyper fort, martingale bornée? Alors, il se trouve qu'ici, la martingale bornée, c'est pas hyper fort. Hein. C'est quand même des martingales qui ont un. Bon, bref. Alors, là où tu as raison, c'est que quand on fait du bruit dégénéré, là, on ne peut plus avoir la martingale bornée. D'accord? Donc, du coup, la martingale devient vraiment une martingale à valeur mesure. Et voilà. Donc, c'est le principal changement. Mais quand tu vois la relation intégrale, là, excuse-moi, je cherche la formulation intégrale. Non, elle n'est pas là. Bon, il y a quelque part où j'ai mis la formulation. Voilà, c'est ça. Quand tu vois la formulation intégrale là, alors là, je l'ai écrit bêtement entre petit t et grand t, mais quand tu regardes ça entre 0 et grand t, comme m0 vaut 0, d'accord, on voit très bien que comme tout le reste est borné, en fait, m est assez naturellement borné dans cette histoire. Mais là où c'est vrai, là où tu as complètement raison, c'est que dès qu'il y a un terme du second ordre, même dégénéré, d'accord, le m, il n'a aucune chance d'être borné, c'est sûr. Parce que les solutions ne sont pas classiques. Donc. Merci. Bon, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est l'heure de prendre le café. Ah ben non, pas pour vous. C'est l'heure de prendre tes croissants. Ouais.
L'été, il est 5 C'est heures. Starbucks ici, alors c'est assez terrible. Bon. Moi, je me posais une question très naïve. Si on veut discrétiser ce genre de problème, faire du numérique, il vaut mieux prendre quelle formulation, à ton avis? Il faut revenir à des particules ou faut… Avec des particules, c'est compliqué, hein, parce Oui, parce que… que tu es obligé de faire le système forward-backward. Donc, il y a effectivement des formulations probabilistes. Il y a des approches numériques probabilistes pour ce genre de choses. Voilà, mais ce n'est pas des méthodes particulières. Je pense que je n'ai pas vu de méthode particulière pour faire ça. Plutôt sur la master équation, tu travaillerais alors Non. Alors, la master equation, elle est super compliquée à travailler. La définition des mesures. Les gens travaillent plutôt sur le système MLG, donc forward-backward. Plutôt sur le système, c'est un peu horrible. La master équation définie sur l'espace des mesures et tout, c'est un peu lourd, j'imagine. Il y a des cas où la master equation, elle peut être définie sur des espaces un peu plus petits. D'accord. Quand les gens ont travaillé sur la master equation, sauf erreur de ma part, donc là, il faudrait poser la question à Yves, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris ce qu'il fait récemment. Il approxime la master equation, mais dans des cas où, en fait, on peut se restreindre à un certain nombre fini de moments des mesures. Ah oui. D'accord, et ça simplifie un peu les choses. D'accord. Bon, bah écoutez, merci à tous. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Ok, très bien. Bah, écoutez, et donc, Filippo, tu as dit la prochaine, c'est… La prochaine fois, c'est le 18 novembre. Programme annoncé très prochainement. Et donc, je rappelle que maintenant que la plupart des exposés ont recommencé en présentiel, disons des cycles de séminaires, on a décidé de réduire le rythme par rapport à l'année dernière. Ça sera à peu près une fois par mois. C'est pour ça que ce sera mi-octobre, mi-novembre, avec une dernière séance avant les vacances de Noël, une dernière séance de l'année civile 2021. Et je rappelle aussi qu'on a un petit peu élargi le comité d'organisation. Il y a Nadia et Asna qui viennent de nous rejoindre. Et je remercie tout le monde qui a participé parce qu'il y avait un peu de monde aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci pour tout. Bye bye. Merci, salut. Ciao, ciao Pierre. Bon, merci beaucoup. Salut Alpha. Merci. Salut. Voilà, j'éteins et ça sera enregistré automatiquement.